Bonjour à tous. Le webinaire va commencer. Donc, je suis Romain Gauthier, cofondateur et CEO de Didomi. Et je vous propose aujourd'hui un webinaire sur les changements juridiques et technologiques qu'il faut connaître en 2020 au sujet des cookies et traceurs. Donc, l'objectif de ce webinaire va être d'apporter un éclairage sur l'actualité de ce début d'année en matière de cookies et de traceurs, qui est une actualité assez riche, avec sur le plan réglementaire, la CNIL qui est intervenue en début d'année avec un projet de recommandation que nous allons décrypter. Et une deuxième partie qui s'attachera à parcourir également les changements technologiques qui ont été annoncés, notamment par Chrome, concomitamment aux recommandations de la CNIL. Et donc l'idée est d'apporter un éclairage assez large sur voilà, la question des cookies traceurs début 2020 pour vous aider à orienter vos décisions. Donc je vous remercie pour votre présence en ces circonstances particulières. J'espère que tout le monde se porte bien et que vos proches aussi vont bien. Voilà. Didomi est une solution spécialisée dans la gestion du consentement. Nous continuons notre activité et nous sommes tous sur le pont malgré la crise. Donc n'hésitez pas non plus à nous solliciter si vous souhaitez, au-delà de ce webinaire, en connaître plus sur nos solutions ou avoir des précisions sur les points que je vais couvrir. Je vais donc commencer par les évolutions réglementaires en cours. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit principalement des nouvelles recommandations de la CNIL liées aux cookies aux traceurs, donc, qui à ce stade sont encore au niveau de projet. Donc, la CNIL a ouvert une consultation sur ces recommandations qui s'est ouverte le 14 janvier 2020. La CNIL a assez récemment annoncé qu'elle prolongerait la phase d'étude de ce projet de recommandation. Et donc, pour le moment, on est toujours en mesure de contribuer à ces recommandations. C'est un projet sur lequel la CNIL reste ouverte. Donc, si vous lisez ce projet, vous verrez que l'objectif de cette mission est de guider les professionnels et que, voilà, les pincettes en disant que la recommandation n'est ni prescriptive ni exhaustive, et que d'autres méthodes de consentement pourraient être utilisées sous réserve qu'elles permettent d'obtenir un consentement conforme aux... Ce projet, donc on va décrypter maintenant, est très intéressant. Il apporte des réponses précises sur beaucoup de questions qui avaient été posées par les professionnels, et ça me semble être une bonne base, je pense, pour une bonne base de travail pour tout le monde. Ça va permettre d'avancer avec un cadre qui soit précis et qui apporte donc de temps moins ouvrant un certain nombre de sujets qu'on va voir que la CNIL intervient maintenant. Donc ça fait suite à une première publication qui a eu lieu en juillet dernier de lignes directrices qui annonçait un calendrier sur 12 mois à l'époque, donc qui va probablement donc s'étaler sur un peu plus longtemps du fait de la crise, avec une première phase de concertation avec les professionnels sur les 6 derniers mois de l'année 2019, donc qui s'est clôturée en décembre, et qui donc se conclut par l'annonce et la publication de ces recommandations pour consultation publique. Théoriquement, donc le calendrier était à l'époque d'adopter ces recommandations sous leur version finale en mars. Pour le moment, cette publication de la version finale est suspendue. On n'a pas plus de précision à ce stade. Et la CNIL avait annoncé dès juillet 2019 que s'ouvrirait alors une période de transition pour faciliter la mise en place du côté des entreprises par les professionnels de ces nouvelles lignes directrices, soit recommandations, soit en suivant le texte à la ligne. Donc voilà, liberté étant laissée aux professionnels de choisir leur option. Nous, on pense, nous, Didomi, que sont la voie la plus utilisée, ce n'est pas la seule. Donc le calendrier était jusqu'à présent le suivant. Et donc ce calendrier se voit un peu décalé avec l'arrivée du Covid-19. Pour remettre un peu de contexte également pour tous ceux qui ne seraient pas juristes ou spécialistes de la question, on nous pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que la CNIL intervient maintenant alors que le RGPD est en vigueur depuis 2018? D'où viennent ces recommandations? Pourquoi est-ce que la CNIL prend position sur le sujet?
Donc la CNIL s'est exprimée à plusieurs reprises sur cette question. En fait, la raison fondamentale pour laquelle la CNIL intervient, c'est que aujourd'hui, du fait du décalage de l'arrivée de la réglementation e-privacy qui est très incertain, la CNIL estime qu'elle est en devoir de se prononcer sur des points qui a clarté entre l'articulation et l'articulation de directive 2002 et qui est donc de la loi. Donc ça, c'est pour texte. Et donc en fait, le cœur du problème, le nœud du problème, c'est la définition du consentement qui, au sens du RGPD, est assez large. Donc c'est toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque, avec la définition jusqu'à présent du consentement au sens e-privacy qui portait sur les cookies et traceurs. Et donc la CNIL vise par ce projet de recommandation à apporter de la clarté sur comment on fait fonctionner ces deux exigences ensemble en attendant peut-être plus tard l'arrivée du règlement e-privacy. Et c'est surtout aussi pour la CNIL un moyen de rappeler aux professionnels déjà les exigences qui existaient pré-RGPD en matière de consentement cookie et traceur, qui ont été souvent je dirais négligé ou en tout cas peut-être pas pris suffisamment au sérieux par beaucoup de professionnels et qui du coup sont rappelés à l'ordre du jour dans un contexte de RGPD où bien entendu les pour tout le monde. Les éléments de contexte, on va maintenant regarder ce que disent ces recommandations de la CNIL. La CNIL est rentrée dans le détail de questions qui fâchaient ou en tout cas qui faisaient débat et a tranché, donc a apporté des réponses claires. Le projet de recommandation inclut même des visuels d'interface de gestion de consentement que la CNIL estime conforme aux et donc en premier lieu, ce qu'il faut retenir de ces recommandations, c'est que la notion de consentement est plus exigeante et donc la CNIL demande dès le premier niveau de notice de consentement, c'est-à-dire la première chose que les internautes vont voir, l'idée d'une symétrie du choix, donc l'idée que l'internaute puisse à la fois accepter et refuser pardon, le dépôt et la lecture de cookies et traceurs sur son appareil, et que ce soit donc clairement établi que c'est un choix parfaitement symétrique, là où jusqu'à présent, jouant sur un flou en la matière, beaucoup de professionnels préféraient orienter, je dirais, le choix de l'internaute en lui proposant d'une part un choix d'acceptation et d'autre part un choix plus complet, accessible en deuxième niveau. Donc ça ne sera plus possible du point de vue de la CNIL, ça n'est plus acceptable. Et donc la CNIL a tranché clairement cette question dans ses recommandations, ce qui est intéressant. Je dirais que ça clarifie cette question pour tout le monde. Le deuxième point qui est aussi assez important, qui va avoir des conséquences sur c'est l'idée de présenter des finalités, donc les finalités étant les raisons pour lesquelles les données personnelles, les cookies traceurs sont déposés ou lus, dès le premier niveau, c'est-à-dire avant l'obtention d'un consentement, c'est-à-dire avant que quelqu'un clique sur un bouton j'accepte ou je refuse. Et donc il va falloir s'attacher à travailler précisément cette question-là. Voilà, l'information est clairement établie. L'objet du recueil du consentement, c'est-à-dire les traitements pour lesquels ces données des internautes. Et donc voilà, ça c'est une question aussi qui va demander peut-être un peu de travail pour certains professionnels qui avaient tendance à mettre tous les objectifs de dépôt de cookies dans un même panier. Et donc ça force à peut-être à raffiner un petit peu la compréhension qu'on a des raisons pour lesquelles on a besoin de cookies et de traceurs sur son site internet. Premier niveau de notice, aller plus loin dans les recommandations. Une question qui est tranchée aussi et qui faisait débat, c'est l'idée que, au fond, les cookies et traceurs
Donc vous, en tant qu'entreprise, que marque, que responsable de traitement, vous faites appel à beaucoup de prestataires, de sous-traitants qui vont se charger du dépôt des cookies, de leur lecture, du traitement de la donnée. Et la question se posait de savoir s'il fallait porter à l'attention de l'internaute dès le premier niveau tous ces sous-traitants. Il peut y en avoir beaucoup. Hein. Si vous êtes un éditeur, vous faites de la monétisation, vous pouvez avoir des listes de centaines de partenaires. La CNIL, heureusement, de façon réaliste, précise qu'il suffit de montrer un lien, de proposer un lien à l'internaute au premier niveau pour l'orienter vers ses partenaires conformes à l'esprit des textes. C'est un point intéressant qui est aussi, je dirais, souligné un peu plus tard dans le texte, l'idée que au fond, il ne va pas falloir non plus redemander forcément le consentement pour les classeurs tout le temps, c'est-à-dire à chaque fois que vous rajoutez un partenaire ou vous en enlevez un. La CNIL précise également que le recueil d'un nouveau consentement ne sera nécessaire qu'en cas de changement significatif des éléments portés à l'attention de l'internaute lors du premier recueil de consentement, ce qui est aussi un point intéressant. Pour continuer sur les recommandations que la CNIL apporte sur ces questions pratiques, la CNIL tranche la durée de validité d'un consentement qui, jusqu'à présent, était pour les professionnels, dans l'esprit des professionnels, celle de la durée maximum d'un cookie que la CNIL avait établie, donc 13 mois. La CNIL revient un petit peu sur cette position en proposant dans ses recommandations une durée de validité du consentement de 6 mois, ce qui indirectement oriente aussi la durée de validité des cookies qui seront déposés, étant donné que la personne pourra de nouveau s'y opposer au bout de 6 mois. Donc c'est peut-être là où, à mon avis, du point de vue des professionnels de vos métiers, peut-être un petit peu arbitraire. Donc il faudra bien regarder cette question. Je pense que la position de la CNIL à transmettre, à transcrire dans ces recommandations, c'est l'idée qu'il faut lutter contre la fatigue de considérer qu'on sursollicite les gens sur ces questions-là en ce moment et qu'il faut autant que possible limiter la sollicitation des personnes sur ces questions tant que ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est un point à prendre en compte aussi, je dirais, dans la façon dont on réfléchit à ce sujet. Deuxième point que la CNIL précise et sur lequel elle insiste, c'est l'idée qu'il faut pouvoir retrouver simplement ses consentements. Un consentement n'est valide que s'il peut être retiré aussi simplement qu'il a été donné. Et c'est un point que souvent on oublie, l'idée que au fond, à tout moment, la personne doit être en mesure de pouvoir retrouver ses choix d'une part et de pouvoir les modifier et que ce soit pris en compte de façon effective comme le premier choix. Donc ça a aussi des conséquences. Ça veut dire qu'il faut prévoir soit une icône, soit un lien sur les pages de son site qui soit clairement visible, accessible, que les personnes puissent retrouver simplement pour pouvoir retrouver ces choix en matière de consentement cookie et traceur. Troisième point, l'idée que de façon pragmatique, la CNIL précise que il n'est pas nécessaire d'imposer un choix dès l'atterrissage du site à l'internaute. Donc elle laisse ouverte la possibilité de faire un choix plus tard, soit par le biais d'une petite croix en haut de la modale, la notice de consentement, soit par d'autres moyens qui sont laissés à la liberté des professionnels. Ce qu'elle entend par choisir plus tard, c'est bien entendu ne pas déposer de cookies et de traceurs tant que ce choix n'a pas été effectué. Donc c'est de fait avoir des non-consentements jusqu'à ce que la personne se prononce. Ce qui va poser pas mal de questions sur le choix des formats de notice de consentement pour s'assurer que pour un certain nombre de professionnels, on minimise le nombre de gens qui restent comme ça indéfiniment sans choisir, ce qui peut être un effet indirect du choix de bannières de consentement qui soient peu visibles ou peu engageantes, dans lesquelles les internautes, au fond, que les internautes ignorent, et qui fait que vous vous retrouvez avec une audience qui n'a ni dit oui ni dit non, mais qui de fait n'a pas consenti et qui limite votre capacité à déposer des cookies et des traceurs. Dernier point sur lequel je m'arrête, c'est l'idée de preuve du consentement.
Donc l'idée de preuve, c'est au cœur de la conformité, je dirais, RGPD, l'idée qu'il faut pouvoir à tout moment prouver à la CNIL que vous aviez bien un consentement pour cette personne recueilli dans des conditions valides. Euh, et, euh, et dans ces recommandations, la CNIL demande une preuve qui soit à la fois de procès, c'est-à-dire que vous soyez en mesure de justifier que tel jour à telle heure, vous aviez telle version de messages et de modes de consentement qui étaient en place sur vos sites. Et c'est peut-être là où on peut voir poindre un certain nombre de difficultés. La CNIL demande également une preuve individuelle de consentement, dont l'idée qu'il faut avoir quelque part être en mesure de prouver que tel internaute a exprimé tel choix, tel jour à telle heure sur votre site, ce qui est probablement plus complexe à prendre en compte parce que de fait aujourd'hui la façon dont on stocke un consentement cookie, c'est par le biais d'un cookie qui est un cookie généralement qu'on dit first party, donc déposé sous votre nom de domaine, qui va donc symboliser ce consentement, qui va être aussi la façon dont on va retrouver la personne parmi une audience. Et la façon dont on peut lui apporter également la preuve de consentement. Le petit écueil dans cette position de la CNIL, c'est que si un internaute choisit de supprimer ses cookies, vider son cache, etc., de fait, il se rachète une virginité au regard du consentement cookie, il va revoir la notice de consentement cookie, mais d'un autre côté, l'entreprise ne sera plus également en mesure, dans sa base de données de consentement cookie, de retrouver cette personne. Et donc, c'est là où la CNIL, je pense, va peut-être réorienter un petit peu son projet de recommandation finale. En tout cas, c'est le feedback que nous, on lui a donné. C'est l'idée que cette preuve individuelle va un peu à l'encontre de l'esprit de ces recommandations, parce qu'elle va nécessiter du coup, si on l'applique à la lettre, l'idée d'obtenir plus de données sur la personne qui consent pour pouvoir la retrouver plus efficacement. Donc il faudrait, de ce point de vue, recueillir l'email de la personne pour pouvoir correctement la retrouver plus tard, enfin, avoir une donnée personnelle plus persistante que le cookie pour pouvoir apporter cette preuve. Donc ça, c'est un point peut-être assez pointu, mais qu'il faut continuer à surveiller parce que effectivement, du point de vue de la conformité, ça a des conséquences qui sont pas neutres. Et en tout cas, voilà, nous on surveille ce point et on a fait le retour à la CNIL que cette partie-là de ces recommandations était probablement difficilement applicable en l'état par les professionnels. Donc voilà pour les grands axes des recommandations, ceux en tout cas qui vont avoir l'impact le plus significatif. La CNIL profite de ces recommandations aussi pour clarifier un point qui a été souvent abordé et demandé par les professionnels, c'est les cas d'exemption. C'est-à-dire dans quelles conditions je n'ai pas besoin de recueillir un consentement pour les cookies, ce que d'autres appellent le consentement pour les cookies essentiels ou cookies techniques. Donc il y a plusieurs appellations. La CNIL tranche précisément voilà, les cas d'exemption, les décrit un par un, et précise également, je pense, sur le cas d'exemption que tout le monde a en tête, les cookies d'analytics, dans quelles circonstances les cookies et traceurs de mesure d'audience d'analytics sont exemptés de consentement. Donc les cas d'exemption sont les suivants. Alors c'est des cas qui sont, je dirais, de bon sens. Hein, l'idée que tout d'abord, les cookies dont vous allez vous servir pour enregistrer le consentement, donc les cookies de la CMP sont exemptés. Sinon, ça aurait été le problème du serpent qui se mordait la queue. Donc ça, c'est heureux, c'est clarifié. L'idée que tous les cookies, plus généralement d'authentification, d'identification, qui permettent d'enregistrer un login, de s'assurer que la personne est correctement identifiée et authentifiée tout au long de son parcours, ceux-là sont également exemptés. Ça, c'est des cookies clairement de nature technique, mais qui sont également très importants. Tous les cookies liés au panier d'achat, donc pouvoir enregistrer dans la durée d'un parcours client des préférences ou un panier d'achat qui du coup se construisent au fur et à mesure de la navigation. Un cas d'exemption plus intéressant, en tout cas qui pourra peut-être, qu'il faudra peut-être regarder plus en détail concernant votre métier, l'idée que les cookies et traceurs de personnalisation de l'interface utilisateur sont exemptés. Donc le terme est assez large parce que personnalisation de l'interface utilisateur, ça peut être beaucoup de choses. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que la CNIL décrit comme exemple. Elle décrit comme exemple l'idée d'avoir une langue, donc la langue du contenu qui soit enregistrée tout au long du parcours, ou l'idée que
la façon dont un service est présenté par l'entreprise suivent correctement l'internaute tout au long de son parcours. Donc, ça reste des exemples assez génériques et je pense qu'il y a pas mal de choses à regarder plus en détail au niveau de chacun de vos métiers. Mais il faut avoir ça en tête que je dirais, tous les cookies ne sont pas non plus soumis à consentement et qu'il faut avant toute chose se poser la question de l'exemption. D'autres exemptions sur lesquelles je peux revenir plus tard si vous le souhaitez. Je voulais m'attarder un petit peu sur les conditions d'exemption des cookies et traceurs de mesure d'audience parce que c'est clairement ceux sur lesquels on a beaucoup de questions. Et donc, la CNIL avait précisé ces conditions d'exemption et donc je les représente ici. La première des conditions pour exempter un cookie de mesure d'audience de consentement, c'est l'idée que le site en question doit être responsable de traitement. C'est-à-dire si vous utilisez une solution de mesure d'audience, il faut que vous soyez en mesure de la configurer, de la paramétrer et que la donnée qui est recueillie ne vous serve qu'à vous pour schématiser la notion de responsable de traitement dans ce cas précis. Ce qui pose vraiment des difficultés, c'est pour Google Analytics, donc qui est quand même la solution, je dirais, la plus utilisée, en tout cas en France aujourd'hui, qui n'offre pas de configuration et de contrat dans lesquels vous êtes responsable de traitement, c'est-à-dire vous pouvez empêcher Google Analytics de décider par soi-même des finalités des traitements qui vont être exercés sur les données recueillies, ce qui est fâcheux. Donc c'est aussi un sujet à surveiller, dans quelle mesure Google Analytics s'adapte pour permettre un mode de configuration peut-être un peu dégradé qui permettent de cocher les cases de l'exemption. Les autres conditions d'exemption, l'information préalable de l'internaute, donc l'idée que dans la notice de consentement, il faudra aussi le prévenir que il y a des cookies de mesure d'audience qui vont être déposés. Et surtout, je pense le point qui est essentiel, la possibilité qui doit rester offerte à l'internaute de s'opposer. Donc s'opposer, ça veut dire proposer un endroit dans lequel vous informez du ou des solutions qui servent à la mesure d'audience et que vous puissiez permettre à l'internaute qui le souhaite de faire un opt-out, donc de refuser le dépôt de ces cookies et que ce soit effectif. Donc la CNIL ne considère pas que réorienter l'internaute vers les paramétrages de son navigateur et d'autres moyens d'opposition qui jusqu'à présent étaient des manières déguisées de rendre ça compliqué. La CNIL établit clairement maintenant que ça n'est plus satisfaisant et qu'il va falloir proposer des moyens d'opposition qui soient effectifs et simples d'usage aux internautes. Enfin, et pour finir, la mesure d'audience qui doit être limitée à 3 choses. Donc l'évaluation du contenu, de l'ergonomie du site ou de l'application. Donc ça, c'est l'idée que le contenu que vous publiez, les internautes vont interagir avec. Vous devez être en mesure de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de comprendre dans un parcours client où sont les écueils, c'est-à-dire quel contenu ou quelle ergonomie fait que sur certains navigateurs, vous avez des problèmes de navigation. Donc déceler des problèmes d'ergonomie, ça c'est considéré comme un usage de la mesure d'audience qui peut être donc soumis à exemption. Idem sur l'évaluation du contenu. Donc ça, pour tous les publishers de contenu, c'est un cas intéressant, c'est comprendre dans quelle mesure le contenu que vous proposez est pertinent. Ça, c'est un point fondamental qui est, je pense, ce que beaucoup de gens mettent derrière la mesure d'audience. Deuxième catégorie, je dirais, d'exemption, l'idée de pouvoir segmenter son audience en cohortes. Donc ça, c'est, je dirais, probablement là où un certain nombre de solutions comme Google Analytics sortent un peu des clous. C'est l'idée qu'il ne faut pas pouvoir avoir des cohortes qui conduisent à un ciblage individuel. Donc l'idée d'avoir un identifiant attaché à chaque log de votre Analytics doit être
complètement oubliées, ou en tout cas, ou alors soumises à consentement. L'idée d'une segmentation de l'audience en cohorte, c'est de pouvoir comprendre de façon anonymisée les parcours de différentes cohortes de vos audiences sur votre site. Et enfin, l'A/B test, ce qui était aussi intéressant, parce que de fait, c'est un cas d'usage, je dirais, assez critique pour beaucoup d'entreprises de la mesure d'audience, donc qui sortirait des clous du consentement, ce qui, une fois encore, montre bien aussi je pense, la compréhension assez fine de la CNIL sur un certain nombre de problématiques. Et donc, en tout cas, c'est notre expérience, l'idée que la CNIL connaît bien ces sujets et a bien pris le temps de regarder en détail ce qu'elle voulait dire par ses recommandations. Pour conclure, quelques recommandations un peu plus précises sur ces conditions d'exemption, mais qui sont souvent l'objet de questions également, donc sur lesquelles j'apporte un peu de clarté. L'idée que les données de mesure d'audience ne doivent pas être recoupées avec d'autres données personnelles. Donc la mesure d'audience, ça n'est pas une extension du CRM, ça doit être clairement distingué si on veut, en tout cas, qu'elle ne soit pas soumise à consentement. Une fois encore, hein, toutes ces choses-là restent possibles dans la mesure où la personne y a consenti. Donc si la personne consent au dépôt de cookies et traceurs pour ces finalités-là, il n'y a aucun problème pour que vous continuiez à faire ce que vous faites aujourd'hui avec vos différents outils. Et puis donc d'autres recommandations un peu plus je dirais un peu plus pratiques, avec donc une fois encore l'idée de durée de maximum de dépôt des cookies et traceurs à 13 mois, ce qui reste valable, mais qui doit être relu au regard de la recommandation d'un consentement de 6 mois. Donc voilà, c'est un point sur lequel il va falloir se positionner, je dirais, en tant que professionnel. Il y a quelques semaines, la CNIL, donc avant la crise, avait établi sa stratégie de contrôle pour 2020 avec trois axes de contrôle qui lui semblaient importants. Donc la CNIL agit de façon intelligente, elle prévient tout le monde avant d'agir, avec donc trois sujets qui seront regardés de près lors des contrôles. La question du consentement cookie et traceur, forcément, la CNIL y a consacré beaucoup de temps et d'énergie, donc il est normal qu'elle contrôle ça. Les traitements liés aux données de géolocalisation, donc l'idée qu'il faut pouvoir justifier tout d'abord de la proportionnalité des données, de la durée de conservation, donc bref, de la conformité au regard du RGPD sur les données de géolocalisation qui sont considérées par la CNIL comme sensibles, et également justifier dans un certain nombre de cas données de géolocalisation. C'est un cas intéressant parce que ça fait également débat en ce moment autour du Covid-19, l'idée que les opérateurs téléphoniques pourraient mettre à disposition les données de géolocalisation au niveau individuel du gouvernement, sur laquelle la CNIL a une position assez prudente et en tout cas va chercher au maximum à ce que cela reste dans les clous du RGPD. Dernier point, les données de santé, qui sont des données sensibles au regard du RGPD et sur lesquelles la CNIL va faire preuve de vigilance. Quelles seront les conséquences? Donc, une fois qu'on a vu tous ces points-là, on est en droit de se demander qu'est-ce qui va se passer. Donc, les conséquences directes, et c'est l'objectif premier visé par la CNIL, c'est l'idée d'offrir plus de choix aux internautes et aux mobinautes. Plus de choix, c'est aussi de meilleure information, c'est aussi plus de simplicité dans l'expression des choix. Donc c'est vraiment la philosophie derrière les recommandations de la CNIL qui est en ligne directe de celle du RGPD et qui, pour le coup, maintenant va s'appliquer également à toute la question du consentement cookie et traceur. Du point de vue des entreprises, ce qu'il faut prévoir et ce qu'il faut aussi possible commencer à préparer, c'est un impact sur les taux de consentement. Donc il est entendu que quand vous proposez aux internautes un choix clair
éclairés avec la possibilité de refuser et d'accepter directement. Un certain nombre d'entre eux s'en saisissent. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'inquiéter outre mesure, hein. Je pense que la question sous-jacente et celle que vous devez tous vous poser, c'est plutôt dans quelle mesure ne plus avoir 95% de consentement aux cookies empêche mon activité et va nuire à mon cœur de métier. Ce qui est une vraie question, hein, parce qu'il n'y a pas forcément un lien direct entre consentement cookie et vos métriques business. Je pense que c'est plutôt ça ce qu'il faut chercher à travailler plutôt que de rester obsédé par le taux de consentement. Mais néanmoins, je pense que le taux de consentement va du coup va être abaissé. Donc, on mène un certain nombre de tests auprès de nos clients et on a des résultats assez variables. Donc, on communiquera là-dessus plus largement quand on aura, je dirais, des données qui sont statistiquement pertinentes pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les secteurs et pour tous les internautes. Jusqu'à présent, il y a une très forte variabilité, hein. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus à 95% de taux de consentement. Et voilà, je dirais une moyenne se situe autour de 30 à 40% de perte de taux de consentement aujourd'hui en l'état, et surtout en l'état de nos connaissances. Donc, c'est-à-dire, je pense que c'est le point suivant, c'est l'idée que l'optimisation de tous ces sujets va devenir critique, et donc il va falloir de plus en plus chercher à A/B tester, donc ce qui est permis par la CNIL. Donc l'idée qu'au fond, l'expérience de consentement que vous allez proposer à vos internautes est aussi un nouveau point d'attention sur lequel vous avez la possibilité de faire mieux, de travailler et de chercher à améliorer l'expérience de vos utilisateurs de façon à ce que vous vous y retrouviez du point de vue de vos taux de consentement et surtout, et plus important, de vos métriques business. Une des vraies questions, je pense, derrière tout ça, c'est dans quelle mesure, si j'ai des cookies pour 60% de mon audience, c'est représentatif du reste de mon audience. Ça pose des difficultés, bien entendu, pour toute la partie remarketing, donc tout ce qui était retargeting, publicité ciblée. Mais justement, ça va être aussi l'occasion de correctement mesurer, je dirais, l'impact de cette dégradation sur vos performances, ce qui, je pense, pour beaucoup d'entreprises reste un chantier. En tout cas, c'est ce qu'on voit nous de notre côté. Donc du côté d'Idomi, on travaille beaucoup ces aspects d'analytics et d'optimisation depuis le début. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi voir le sujet du consentement à partir de maintenant. Donc, première partie, c'était vraiment l'éclairage sur les recommandations de la CNIL, donc les évolutions réglementaires qui vont toucher les entreprises cette année et donc vraisemblablement après l'été. L'idée, c'est qu'en parallèle, vous ayez aussi un éclairage sur les changements technologiques qui sont en train d'intervenir avec, du fait de l'arrivée du RGPD, du fait des préoccupations plus larges au niveau de la planète autour des sujets privacy. Beaucoup de choses se passent au niveau des navigateurs sur la question des cookies, et notamment la question des cookies tiers. Vous avez certainement dû voir passer pas mal d'articles et de nouvelles à ce sujet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le principal bouleversement depuis le début de l'année, c'est que Chrome a annoncé la fin des cookies tiers en 2022 pour le navigateur Chrome, qui représente en France plus de 80% des parts de marché des navigateurs. Donc avec un impact significatif à prévoir de cette décision. C'est une décision qui suivait d'autres évolutions des navigateurs Safari et Firefox depuis maintenant plusieurs années, avec des positions de plus en plus strictes sur cette notion de cookies tiers, qui sont les cookies qui servent au tracking entre les différents sites, donc qui servaient principalement au tracking publicitaire, mais plus largement qui servaient à l'attribution, au ciblage, à tous les sujets qui ont fait le cœur de la publicité programmatique, donc l'idée de publicité qui soit personnalisée par personne au bon moment sur le bon site internet ou sur la bonne application mobile en l'occurrence. Donc se dessine, je dirais, à partir de maintenant, un certain nombre d'évolutions technologiques des navigateurs qui sont encore à l'état de projet, avec deux projets concurrents qui apparaissent. Le projet de Privacy Sandbox de Chrome d'un côté,
qui est en phase, je dirais, de recherche. Donc, c'est une série d'initiatives pour proposer un remplacement aux cookies tiers par des technologies qui sont plus ou moins matures. Donc, on parle ici de differential privacy, de sujets qui sont des sujets de recherche jusqu'à présent, et que Chrome, au travers de l'initiative Privacy Sandbox, cherche à, appliquer dans l'environnement navigateur. Et donc, l'idée assez simple, c'est de dire comment est-ce que, par quoi je remplace le ciblage publicitaire, par quoi je remplace l'attribution, la mesure de conversion dans un monde où je n'ai pas de cookies tiers. Et donc, beaucoup de sujets sont en débat, avec je dirais à ce stade la possibilité laissée ouverte à tous de contribuer aussi, donc d'apporter des idées, de raffiner les spécifications techniques. Donc les spécifications, c'est vraiment les objectifs qui vont être assignés à ces nouvelles solutions de remplacement des cookies tiers. Et donc c'est à l'état de, je dirais, de recherche, de discussion. Voilà, ce n'est pas du tout une initiative mature à ce stade. Donc, je dirais même que ça apporte aujourd'hui pas mal d'incertitudes, notamment à toute l'industrie publicitaire, qui n'a pas d'alternative claire en vue pour le moment. De son côté, du coup, les professionnels de la publicité et du marketing sont en train de réagir avec une initiative qui s'appelle le Project Rearc, qui est menée par l'IAB, avec le bras technique de l'IAB qui s'appelle l'IAB Tech Lab, et qui est une initiative qui passe par les instances de standardisation de l'Internet, donc W3C, avec l'idée de réfléchir à un projet concurrent de Privacy Sandbox, donc qui partent sur des principes plus ouverts, c'est-à-dire qui ne soient pas sous la dépendance ultime de Google, et qui peut-être se rattachent également plus aux objectifs des professionnels de la publicité, et qui permettent de maintenir un écosystème, je dirais, qui soit à la fois ouvert et viable pour des acteurs, je dirais, neutres, en dehors des grandes plateformes. Donc voilà, donc je le porte à votre attention parce que c'est des projets qui vont bien entendu avoir pas mal d'impact sur vos prestataires. Si vous êtes des grandes marques ou des professionnels, des publishers par exemple, vous allez être impacté par ces projets dans les années à venir. Ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que c'est très flou et très récent. Donc pour le moment, peu de je dirais, de contributions concrètes, beaucoup de propositions qui restent complexes à appréhender parce que très techniques. Par exemple, il y a le Project Turtle Dove qui vise donc l'idée à faire avancer l'idée d'enchères qui se dérouleraient au niveau du navigateur et non plus sur des serveurs tiers. Donc l'idée que on recentrerait sur le navigateur, sur le device de la personne, beaucoup d'opérations de traitement sur ces données personnelles, avec l'idée d'envoyer du coup des demandes d'enchères depuis le navigateur qui soient anonymisées d'une certaine façon pour éviter que la donnée personnelle quitte le navigateur ou le device des personnes, qui sont des projets très intéressants, je dirais, du point de vue intellectuel, mais qui, pour le moment, n'ont pas franchi les étapes de la discussion, et donc sont encore très très loin de constituer des alternatives viables aux cookies tiers aujourd'hui. Donc voilà, j'ai remis là les principaux impacts à prévoir, donc les prestataires et les sujets sur lesquels il faut commencer à regarder et à sonder l'approche qui va être adoptée. Je pense qu'on va avoir pas mal de bouleversements sur toute l'industrie ad-tech dans les 2 prochaines années, avec bien entendu des gens qui vont disparaître, hein. Ça va être compliqué de faire de l'achat de données tierces dans un monde où il n'y a plus de cookies tiers. Il n'y a pas vraiment d'alternative technique viable à ça, donc faut pas se leurrer non plus. Les choses vont être bouleversées. Donc la question, bien entendu, que vous vous posez, c'est que faire. Donc la principale, je pense, réponse qu'on peut nous apporter aujourd'hui et sur laquelle on peut vous aider, c'est vous aider à avancer sur tous les sujets liés au consentement, donc notamment au consentement cookie et traceur, et vous aider à mettre en place un projet CMP qui prenne en compte toutes les recommandations de la CNIL, qui prennent également en compte les recommandations
des professionnels du marketing et de la publicité qui sont très actifs autour d'un standard qu'on appelle le Transparency and Consent Framework, et sur lequel voilà, ça vous permet d'opérer dans des conditions de sécurité juridique et de conformité aux recommandations de la CNIL. Donc on est là pour vous aider à traverser les différentes étapes d'un projet CMP type et vous permettre de trancher les questions qui ont pu être soulevées au cours de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, c'est notre métier. Je vais maintenant ouvrir les questions. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, je vais me reporter à la partie questions. Vous n'avez pas évoqué le bouton « Tout refuser obligatoire ». Alors, si je ne l'ai pas fait, je pense que c'est que je n'ai pas été compris, mais effectivement, quand dans les recommandations de la CNIL, il y a l'idée très claire que dès le premier niveau, il va falloir proposer un choix qui soit complet. Donc, l'idée qu'il faille pouvoir à la fois accepter et refuser, donc tout accepter et tout refuser. Donc, d'emblée, dès le premier niveau, c'est les finalités qui sont proposées. C'est bien entendu ce qui est inscrit dans les recommandations de la CNIL. Alors, des cookies de mesure publicitaire qui servent de base de facturation lors de la monétisation. C'est un point intéressant. C'est clairement pas dans la liste des exemptions de la CNIL à ce stade. C'est un point qui a été remonté par les professionnels. Donc, les recommandations sont toujours en projet. Donc, il faut attendre la version finale de ces recommandations pour en être sûr. Connaissant la CNIL, je pense que c'est un sujet qui avait été longuement débattu lors des consultations des professionnels et sur lequel il me semble que la CNIL a tranché. Voilà, je pense que sur ces cookies-là, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir. Mais il faudrait bien regarder dans quelle mesure on ne peut pas cocher les motifs d'exemption des cas de mesure d'audience. Donc voilà, ça peut, je dirais, se défendre en tout cas, je dirais juridiquement. Donc faire une analyse d'impact qui montre que on rentre bien dans le champ de l'exemption. Je pense que ça nécessite un peu de travail juridique, mais en tout cas c'est un sujet qui vaut la peine, à mon avis, d'être travaillé. Le support sera-t-il bien disponible à la fin du webinaire? Oui, bien sûr. Donc, on a enregistré, on va le rediffuser sur YouTube et n'hésitez pas à nous solliciter. On peut vous envoyer la présentation directement également. Cookie gestion du consentement intègre aussi le cookie posé par le TMS. C'est une bonne question. Il faut bien vérifier. Donc TMS, la solution de tag management, il faut bien vérifier que la solution de tag management remplit bien les conditions d'exemption. Donc parce que elle peut aussi avoir, enfin, ce cookie de TMS peut avoir d'autres usages, donc faire l'objet d'autres traitements que simplement ceux du consentement. Mais sinon, donc s'il n'a pas d'autre usage que la gestion du consentement, bien entendu, il rentre dans les champs d'exemption. L'option choisir plus tard permet à l'internaute de naviguer sans pose de cookie du tout. Tout à fait, c'est l'idée. Le cookie analytics, s'il fait l'objet d'une exemption, bien entendu, il n'a pas besoin de consentement, donc vous pouvez commencer à le déposer et à le lire. Par contre, il faut bien comprendre l'option choisir plus tard comme l'idée que la personne ne doit pas voir se déposer des cookies ou tout autre traceur sans son navigateur tant qu'elle n'a pas exprimé son choix. Les règles sont-elles les mêmes, quelle que soit la finalité du cookie, cookie interne analytics versus cookie externe déposé par un sous-traitant afin de monétiser la donnée? Non. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui va être important d'établir, c'est le contrat qui vous lie avec ce prestataire-là. Donc, si c'est la même solution d'analytics qui sert à la fois à faire le cookie interne d'analytics et la monétisation de la donnée, il ne pourra pas rentrer dans les conditions d'exemption.
pour la raison que ce que vous appelez un sous-traitant n'en est peut-être pas un, donc contractuellement, c'est peut-être quelqu'un qui s'est laissé la liberté d'être co-responsable de traitement, donc de décider des finalités des traitements qui vont être faits sur ces données-là. Donc il faut creuser, je dirais, à la fois en fonction de la solution et en fonction des traitements qui sont mis derrière l'usage Cookie Interne Analytics, parce que voilà, il y a toute la série de critères à respecter pour que ça rentre bien dans le champ d'exemption. Pourriez-vous reprendre rapidement les grandes lignes de l'annonce de la CNIL sur le report? Alors, la CNIL a simplement dit que, compte tenu des circonstances actuelles, la publication de la version finale des recommandations était suspendue. Donc, je pense que la CNIL a aussi du mal à se réunir en assemblée générale. Enfin, ils ont donc une procédure pour valider le projet de recommandation, et donc ça décale du coup la version finale des recommandations. Je pense que la priorité du moment n'est pas forcément voilà, à mettre la pression sur les professionnels quand on a la question du consentement cookie. Donc pour le moment, on ne sait pas dans quelle mesure le calendrier va être décalé. On attend plus de précision du côté de la CNIL de ce côté-là. De mon point de vue, alors c'est toujours bon de prendre enfin d'avoir un peu plus de temps. Je pense pas qu'il faille non plus compter sur un report, je dirais, qui se chiffre au-delà de quelques mois, parce que ça fait déjà longtemps que la CNIL a ce sujet sous son escarcelle. Donc le RGPD est en place depuis 2 ans. C'est de plus en plus difficile de justifier, notamment auprès d'un certain nombre de consommateurs qui sont les principaux donneurs d'ordre de la CNIL aujourd'hui, de justifier de ce que appelle une forme enfin, comment dire ça dans des termes politiquement corrects, que la CNIL n'ait pas pénalisé plus un certain nombre de dérives sur la question du consentement cookie jusqu'à présent. Donc la CNIL est quand même sous une forme de pression de ce côté-là, et donc je doute que ça soit un report qui soit au-delà de l'automne. C'est un avis personnel, bien entendu, hein, prenez-le comme tel, mais voilà. Donc il faut, je pense, se saisir de cette période qui est ouverte pour avancer tranquillement sur le sujet, commencer à essayer de mesurer l'impact de ces versions plus dures sur vos métriques, sur vos opérations. Donc conduire des tests, mesurer l'impact des lignes plus dures sur vos audiences, etc. Il reporte bien les dernières annonces, asymétrie du choix de consentement qui était prévu pour une mise en application en septembre, si je me trompe. Oui, tout à fait. Il reporte l'idée. Il reporte déjà le projet de recommandation, qui est ce que je viens de décrire, l'idée que voilà, les professionnels disposent maintenant d'un guide précis de ce qu'il faut faire. Donc ça tant que le guide n'est pas définitif, je dirais la période de transition ne s'ouvre pas. Et donc la CNIL reporte de fait la période de transition à quelques mois. La mise en application en septembre était déjà dérivée d'une hypothèse qui est que la CNIL laisserait 6 mois après le projet final de recommandation pour se mettre en conformité, ce qui était ce qu'elle avait annoncé en juillet dernier. Étant donné que le calendrier s'est déjà décalé de déjà 2 mois, l'ensemble des professionnels en ont déduit que la mise en application serait plutôt septembre. Mais par contre, voilà, on n'a pas d'idée sur ce que ça rajouterait à septembre que cette idée de décalage en fonction de la crise. Lors de l'arrivée du TCF V2, faudra-t-il revenir dans le DDoMI sur chaque consent notice V1 ou l'injection des nouvelles finalités se fera automatiquement dans les consent notices existantes? Alors, c'est une question légèrement distincte du projet de recommandation de la CNIL. Il y a des chevauchements, donc on pourra revenir dessus, mais pour répondre à la question, donc le TCF V2, c'est le standard de consentement établi par les professionnels de la tech pour justement assurer une conformité correcte des acteurs sur tout au long de la chaîne programmatique.
Et donc, du point de vue des clients d'Idomi, effectivement, cela supposera de redéployer une partie du code de la notice parce que donc, on ne peut pas en fait faire basculer à distance entièrement de la V1 à de la V2, c'est techniquement pas possible. Mais une fois que ce petit changement sera apporté sur vos sites, vous serez en mesure, de façon complètement autonome, de effectivement rajouter à loisir des vendors, des finalités, déclarer des stacks, donc bref, piloter intégralement ce qui sera visible de l'internaute sur vos sites en matière de consentement. À noter qu'on aura un webinar à ce sujet dans 15 jours. Donc, si la notion de TCF V2 vous intéresse, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire pour vous, on clarifiera tous ces points-là et on vous montrera également le processus exact de transition qu'on vous propose et ce que ça nécessite de votre côté. C'est pas beaucoup de travail, donc l'essentiel du travail est du côté de la CMP, donc on est en plein dedans. Par contre, il y a effectivement quelques points à avoir à l'esprit. D'autres questions? Est-ce que les choses étaient claires? Je vous laisse une minute ou deux peut-être pour poser vos dernières questions. Donc, en tout cas, je vous remercie sur les réseaux sociaux. Questions sur les réseaux sociaux. Alors, les cookies liés aux réseaux sociaux ne font pas l'objet d'une exemption, donc vont nécessiter un consentement. Et donc, il va bien falloir s'assurer qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas de consentement, les cookies liés aux réseaux sociaux ne sont pas déposés, ce qui est un point de vigilance, effectivement, à avoir à l'esprit. Ah oui, donc précision sur la question sur les réseaux sociaux. Les cookies sur des réseaux sociaux prennent-ils en charge uniquement le partage? J'aime un article par exemple. Quid du retargeting Facebook? Ces cookies doivent-ils être associés aux finalités réseaux sociaux ou publicité personnalisée? Alors, dans un monde idéal, on pourrait distinguer les deux, effectivement. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, Facebook permettrait de dire, bah voilà, tu vas bloquer ce cookie pour la question du partage et ce cookie-là pour la publicité personnalisée. Dans la pratique, ça n'est pas le cas. Donc, effectivement, il faut bien, pour être complet et conforme, il faut bien expliciter, donc lier les cookies au bon traitement qui vont être engagés derrière. Et donc, il faut de fait permettre aux personnes qui s'opposent à la publicité personnalisée de ne pas voir ces cookies-là déposés. Pour être certain, le cookie analytics n'est pas exempt de consentement. Alors, non. Non, par défaut, un cookie analytics n'est pas exempt de consentement. Il est exempt de consentement que sous certaines conditions d'exemption que j'ai listées, qu'on peut partager, bien entendu, je peux revenir sur la présentation, mais l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de critères assez précis à, à respecter, donc qui sont ceux-ci. Et si un des critères n'est pas respecté, donc du coup, le cookie d'analytics sera soumis à consentement. C'est ça l'idée. Dans le TCF, des vendors se basent sur plusieurs fondements juridiques, dont l'intérêt légitime. La CNIL dit que seul le consentement est valable. Comment faire? Alors non, la CNIL ne remet pas forcément en question l'analyse de certains vendors AdTech sur la question de l'intérêt légitime. En tout cas, elle n'a pas tranché cette question. Ça reste en suspens. Je pense que philosophiquement, la CNIL un jour tranchera la question pour dire que tous les cookies publicitaires sont soumis à consentement. Par contre, ce que la CNIL précise, et c'est l'objet de ses recommandations, c'est l'articulation entre e-privacy et RGPD, et donc le fait que le dépôt ou la lecture d'un cookie ou d'un traceur, quel qu'il soit, doit être soumis à consentement. Et donc, je dirais par défaut, même les vendors AdTech qui décident que leur cookie à eux utilise la base légale de l'intérêt légitime, ce qui est discutable, hein, je pense qu'il faut vraiment être assez attentif à ces questions, hein.
Ce que dit la CNIL, c'est qu'il faut que, avant que ces cookies-là soient déposés ou lus, il y ait bien un consentement de la personne. Donc un consentement, je dirais, pour les cookies publicitaires, qui ne soient pas forcément... En tout cas, aucun cookie ne peut être déposé sans consentement. C'est ça, en substance, ce que dit la CNIL. D'autres questions? Donc, en tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui viennent à ces sujets. Je vous invite également à télécharger notre nouveau livre blanc sur vie privée et préférences clients, donc qui est voilà, une prise de position de Didomi sur ces questions-là. Comment est-ce que on articule à l'heure du RGPD vie privée et marketing, et qui donc touche à tous les sujets que j'ai évoqués. N'hésitez pas. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc bon courage à tous pour les prochaines semaines. Donc toutes les équipes d'Idomi sont bien sûr sur le pont pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Et, nous vous transmettons les éléments qui vous ont été présentés aujourd'hui volontiers.